Pépère. Christopher Froome à pied. Mais quelle image du tour. On n'a jamais vu ça. Aïe aïe aïe, attention Philippe, vous ne pas rappeler. Allez mon grand, t'es grand aujourd'hui, t'es grand. Chapeau. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Chasse Patate, le podcast du groupe Eto qui décrypte l'actualité cycliste. 100 km, et oui, Tadej Pogačar est devenu champion du monde en attaquant à 100 km de l'arrivée. C'est pas rien, il a fini avec une cinquantaine de kilomètres en solitaire pour aller chercher ce maillot arc-en-ciel et succéder à Mathieu Van Der Poel. Il devient ainsi le premier Slovène à devenir champion du monde de cyclisme sur route. Et dans ce podcast, justement, on va revenir sur ce qui s'est passé, essayer de comprendre un petit peu pourquoi Pogačar a fait ça et à quel niveau se place sa performance. Parce que forcément, c'est surtout autour de Pogačar que ça va tourner, même si on parlera également du petit bilan français et aussi de la course féminine remportée par Lotte Kopecky qui fait le doublé, elle qui avait déjà été sacrée l'année dernière à Glasgow. Et on aura également un petit mot pour les catégories de jeunes, le paracyclisme, bref, sur l'ensemble de ces championnats du monde à Zurich. Et on va voir ça avec nos deux chroniqueurs du jour. Johan pour commencer. Salut Johan. Salut Mathieu. Et on est aussi avec Geoffrey. Salut Geoffrey. Salut Mathieu. Et bien voilà, vous avez le programme. Attention au départ à Chasse Patate. C'est parti. Alors déjà pour commencer, avant de rentrer vraiment dans le vif du sujet, de manière globale comme ça là à la sortie de ces championnats du monde de Zurich qui ont duré là sur 7, 8, 9 jours, qu'est-ce que vous en avez pensé dans la globalité, depuis les chronos jusqu'aux courses en ligne quel est votre bilan un peu global de ces mondiaux? Après le circuit était intéressant, presque un peu trop dur au global, parce qu'on a vu que ça faisait un peu quand même un peu beaucoup de différences. Et ça aurait peut-être un petit peu moins dur, ça aurait peut-être été un peu plus intéressant sur pas mal de courses, mais en tout cas il y avait de l'ambiance, il y avait un beau circuit, il y a eu des belles courses, il y a eu des choses intéressantes. C'est forcément très très entaché par le décès de la jeune coureuse suisse, qui Oui, donne Muriel un Führer. petit goût, Muriel Führer qui donne un petit goût un peu, enfin assez triste à tout ça, et qui gâche un petit peu le plaisir du vélo, mais en tout cas c'est une réussite en termes global de course, de souvenirs qu'on en aura, d'implantation, de ressenti public. Donc globalement c'est une bonne expérience. Geoffrey, est-ce que pour toi aussi c'est un mondial qui restera marquant dans sa globalité? Sur les courses en elles-mêmes, j'ai du mal à savoir ce qui va en rester de la course masculine parce que en un sens, il y a Pogačar qui fait une performance hallucinante dont on parle encore dans très longtemps, mais sur le moment, je me suis aussi, une fois que c'était terminé, c'est bon, encore un numéro de Pogačar. Mais sur cette année, c'est presque juste un parmi tant d'autres. Alors ouais, il y a tout l'aspect stat, il gagne le Tour, il gagne le Giro, il est champion du monde la même année. À chaud comme ça, je sais pas quoi retenir juste de la course homme. Sur l'ensemble, c'est quand même assez sympa à suivre. Et la vraie bonne chose avec les épreuves de paracyclisme qui sont mélangées, le fait qu'il y ait plein d'épreuves jeunes, ça fait que les mondiaux, c'est une course d'un jour, mais là, ça avait presque un aspect multiples courses par étape où il y avait des choses, de 8h à 17h tous les jours, on avait du vélo, il y avait des petites choses qui étaient à suivre et sur la fin de saison, en général, c'est un peu, ça devient de plus en plus ténu, il y a de moins en moins de courses, mais là, il y avait cet aspect vraiment très dense que j'ai trouvé sympa à suivre. C'est vrai qu'il y a cet aspect avec d'avoir les championnats du monde de cyclisme et de paracyclisme ensemble, ce qui est pas le cas chaque année et ça sera pas le cas l'année prochaine par exemple, il me semble. Ça permet d'avoir une grosse densité de courses et de faire des 4, 5, 6 voire plus courses dans la même journée parfois. Donc on peut bien bouffer du vélo aussi, et ça fait pas mal, même si voilà, forcément le paracyclisme ça donne des courses différentes du cyclisme, c'est des schémas qui sont différents, des courses qui sont différentes, une hiérarchie qui va être un petit peu différente, mais il y a forcément pas mal de choses très sympas, et on a pu le voir sur ces mondiaux. Après, pour l'année prochaine, on comprend aussi qu'on n'envoie pas les tandems avec un mec qui est aveugle dessus sur les pavés à Kigali, quoi. Oui, voilà, il vaut mieux, c'est peut-être plus sûr aussi, et puis même je sais pas, si t'as une prothèse, c'est peut-être mieux d'éviter de te taper les pavés.
par exemple. Euh, Bon, voilà, pour la vie globale aussi, pour revenir sur un point que disait Johan, le circuit, pour parler de la course en ligne en cyclisme, circuit qui passait par la Zurich-Bergstrasse et la montée de Viticone, toi, est-ce que tu l'as trouvé trop dur, comme disait Johan, ou pas, ça t'a pas marqué? Non, parce qu'on en faisait beaucoup, on faisait presque un tracé juste pour grimpeurs et au final on a vu que non, c'est plus ce que les coureurs en ont fait qui a rendu le circuit vraiment très dur. Bon, après côté féminin et puis sur certaines épreuves jeunes, il y avait la météo qui forcément a fait qu'il y en avait de partout. Il y a quasiment Mais que chez les élites hommes dimanche qui faisait beau. bah, c'est ça, mais Pogacar ayant attaqué à 100 bornes de l'arrivée, Ça remplace la pluie. bah Heureusement qu'il faisait forcément, beau, ouais, hein, parce que t'imagines sous la flotte, le mec qui attaque à 100 bornes, il finit à 8 la course. Ah, ça aurait été terrible. ah bah ça longe 80. Surtout avec le bonus pluie de Pogacar. Mais vraiment, le fait que les difficultés soient plus loin de l'arrivée, ça faisait vraiment des choses intéressantes à suivre avec les poursuites qu'il y avait vers l'arrivée à différents échelons, analyser l'évolution de l'écart pendant la course. Enfin, c'était quelque chose que je trouvais très intéressant à suivre par rapport à une course. Enfin, je sais pas, je sais pas si c'est les rumeurs de parcours du prochain Tour de France où il y avait systématiquement des arrivées en altitude, où du coup il fallait regarder juste la fin, ou le fait qu'on vient de tenir la Vuelta il y a pas longtemps. Mais du coup, c'est ce genre de courses sur lesquelles tu prends du plaisir. Après, tous les goûts sont dans la nature, mais moi je préfère vraiment les courses où on est obligé de bouger de loin si on veut faire la différence par de l'attaque. Oui, c'est pour ça que je dis, voilà, je dis tu prends du plaisir, parce que c'est forcément les goûts, les couleurs, il y aura pas un parcours qui va plaire à tout le monde, des scénarios qui vont plaire à tout le monde, forcément. Euh, c'est c'est comme ça, il y a des goûts, des choix diversifiés. Euh, Si on rentre un peu dans le vif du sujet pour parler déjà dans un premier temps de la course en ligne élite homme, un petit rappel des faits pour ceux qui n'auraient pas tout à fait bien suivi ce qui s'est passé ce dimanche. Bon, vous avez raté un sacré numéro de Pogacar, si c'est le cas, qui a attaqué à 100 km de l'arrivée, comme je le disais en introduction. 10 km plus loin, aidé par Jan Tratnik, il rejoint la tête de course avec une échappée qui s'était formée en 2-3 temps. Et s'isole avec seulement Pavel Sivakov à 80 km de l'arrivée à peu près. Et Pavel Sivakov lâche à une cinquantaine de kilomètres également de l'arrivée dans l'ascension de la Zurich-Bergstrasse. Donc Tadej Pogacar finit avec les 50 derniers kilomètres en solitaire. Derrière, on a quelques groupes qui se sont formés à un moment, par moment, avec notamment un gros groupe avec Evenepoel, puis Van Der Poel, dont sont ressortis Schoens et Ben Illy, repris dans le final par quelques coureurs dont Evenepoel et Van Der Poel. Et Ben O'Connor qui anticipe le sprint prend la deuxième place, Van Der Poel troisième au sprint. Et premier français, Romain Bardet, qui avait été un petit peu en contre-temps au début, qui avait réussi à revenir, mais sans pouvoir suivre la dernière accélération de Van Der Poel et Evenepoel, finit 10e. Voilà pour le résumé, rappel global très rapide, je sais forcément. Déjà, pour revenir sur la course de Tadej Pogacar, et sa performance, un peu ce qu'il a pu faire ce dimanche, parce que forcément, attaquer à 100 km de l'arrivée et aller gagner, c'est très peu commun, surtout quand on est un triple vainqueur du Tour de France, qu'on a remporté quasiment tout dans la saison. Sa performance de dimanche, dans l'histoire, elle se place, où je dis dans l'histoire parce que forcément un numéro comme ça, on va pas juste le comparer au mondial d'avant, au mondial de ces 2 dernières années, c'est à regarder avec un prisme très large, même si ça peut être compliqué de comparer les époques. Où est-ce que vous placeriez la course et la performance de Tadej Pogacar de ce dimanche? Bah, c'est un numéro qui reste vraiment, enfin, qui est fou. Je me suis demandé ce qu'il faisait quand il partait aussi loin. Quand on imaginait les scénarios possibles en amont des mondiaux, moi j'évoquais Pogacar qui se lance et qui fait tout péter à 3 tours de l'arrivée, donc ça aurait été en gros dans les côtes à 75 bornes de l'arrivée. Il est parti un tour plus tôt. C'est un numéro assez dingue, et j'ai cru qu'il partait vraiment trop tôt, parce que derrière l'écart était redescendu à 35 secondes au premier passage sur la ligne après, alors qu'il avait plus de la minute, mais Oui, c'est vrai qu'il y a eu Mais ce le petit fait. moment dans le dernier tour où on s'est dit ah, est-ce que peut-être ça peut être encore jouable derrière?
Ça, le premier tour où il est parti, où ça commençait à revenir, je me suis dit, bah, il va le payer après. Et puis dans le dernier tour, ça s'est resserré un petit peu par moment, mais c'est un numéro offensif qui est dingue. Qui... On va pas dire que c'est lassant, mais ça se répète beaucoup, beaucoup, beaucoup de fois cette année. Mais d'un autre côté, c'est quand même tellement mieux que les générations de cyclistes très attentistes qu'on avait il y a 10-15 ans. Enfin, c'est un coureur qui est très fort, mais qui a osé partir de très loin. Donc, Oui, c'est sûr que ça, au moins, ça change des scénarios qui étaient très attentistes. Il y a 10 ans, à 100 km de l'arrivée, ça aurait été l'outsider c'est-à-dire que de la 15e équipe. à partir du moment où il y a le mec le plus fort qui attaque, qui part tout seul, qui lâche ensuite du monde petit à petit et qui gagne en solitaire, ça reste quand même plus intéressant à suivre quand le leader il part à 50 bornes de l'arrivée plutôt que quand il part à 7 ou 8 bornes. Bon, là, il est parti à 100. C'est fou. Ouais, c'est un petit peu ça. Johan, qu'est-ce que tu en dirais, toi, de la performance globale de Tadej Pogacar sur ce qu'il a fait sur cette course dimanche, aller attaquer à 100 bornes de l'arrivée et gagner au bout? Bah, disons que quand moi il est parti, ça fait un peu le même effet que quand je regarde des courses que je me suis déjà fait spoiler. C'est, je me dis, il va aller au bout, c'est lui qui va gagner, mais t'as toujours le petit espoir dans ta tête que c'est en fait tu t'es fait mal raconter le truc et que ça va se passer autrement. Donc il y avait un peu cette sensation-là de ah ok, par là, bon, bah d'accord. Et puis tu sais, tout le planning que tu t'es fait dans ta tête de rêve, il va y avoir une lutte, ça va se tenir un petit peu, il va se passer des choses, tu dis bon bah ok, ça sert à rien. Donc moi je regrette un peu le cyclisme d'il y a 15 ans où tu avais des jeux d'équipe et des choses qui se passaient, genre les Italiens à Florence qui accélèrent dans une descente pour essayer de faire des choses. Enfin, ça n'existe plus, c'est un peu triste. Oui, forcément, là, quand t'as Pogacar qui attaque à 100 bornes, c'est plus compliqué de jouer tactique, même si on verra un petit peu plus tard s'il y avait des choses possibles à faire ou pas. Il y a quand même eu un aspect tactique parce Oui, qu'ils ont bien utilisé Tratnik qui s'est relevé de l'échappée pour aider à faire la Oui, mais demi-finale. tout à fait. c'est niveau 1 du côté tactique du cyclisme un petit peu. Ouais, mais la veille Oui, avec les Néerlandaises, on avait le niveau -12 du niveau tactique. Donc, mais oui, bon, il y a quand même un minimum de tactique, et bon, même si c'est pas très évolué, le concept de tu attaques à un équipier qui t'est devant, qui t'attend pour t'aider à revenir, bon, mais ça reste toujours un élément important quand même d'avoir eu Yann Tratnik devant. J'en voyais certains aussi qui parlaient notamment, ils disaient ah c'est le mondial du siècle, est-ce que on peut aller jusque là? Non. Non, Non. aussi, il y avait celui gagné par Pedersen qui était mieux, par exemple. À Rogate en Enfin, 2019? la Roguette, qui moi, pour moi, était mieux, était plus intéressant. Après, faudrait que j'en fasse le tour des mondiaux comme ça, j'ai pas. T'as pas préparé la question dans le planning, donc. Ah je te prends un Après, peu au dépourvu. c'était mieux Mais... que Innsbruck, par exemple, où tout le monde attendait la dernière montée. Ah oui, non, Innsbruck, c'était Ou, abominable. Mais, côté français, on va dire, il y a eu un petit rush de dopamine patriote au moment où il y a les trois qui se retrouvent devant dans le mur à la fin, mais sinon, la course, bah, si, par c'était exemple, horrible. la course de Louvain était mieux. Louvain s'attaque à 190 bornes de l'arrivée. Ouais. C'est vrai, C'est donc pas le vainqueur qui attaque à 190 bornes, mais voilà. Même dans un C'était- style complètement différent, Doha avec la bordure Ah non, à non, non, 150 non, bornes. Doha, c'était ignoble. Doha, t'as rien, la bordure, et rien jusqu'à bah, l'arrivée. Je savais que tu allais réagir. Ah ouais, après non, c'était ignoble, Doha. bon, Doha heureusement qu'il y a la bordure pour sauver la course, même si bon, forcément le Ah, parcours les il est mecs qui pas. attendent nos sprints de se faire bouffer par Sagan, c'était incroyable. À part Tom Leaser, qui a failli faire le. Bon, après, c'est mieux, par exemple, que la stratégie des Espagnols à Florence. C'est mieux que Ponferrada, si on va chercher dans les pires du pire du pire. Oui, bon, forcément c'est quand même une course qui est quand même bien dans le haut du panier quoi. Ça... Là, c'est une course dont on va se souvenir déjà. Oui, bah ça c'est sûr. Et justement par rapport à ça, je voyais, j'ai vu un peu Eddy Merckx qui disait à l'équipe justement aujourd'hui hier, il disait justement c'est une course dont on va se souvenir et qui disait aussi c'est évident que Tadej Pogacar est au-dessus de moi en disant que Eddy Merckx disait moi je n'attaquais pas à 100 km de l'arrivée sur un championnat du monde et ce qu'il a réalisé aujourd'hui, donc dimanche, est inimaginable. Il a pris beaucoup de risques face à Van Der Poel et Evenepoel, mais ça ne lui a pas fait peur. C'est là qu'on comprend que Pogacar est un immense champion, il est hors norme. Sachant que Eddy Merckx,
c'était avec Stephen Roche, l'un des 2 seuls coureurs avant Pogacar à avoir fait le triplé Giro, Tour de France, mondial. Est-ce que là-dessus vous êtes d'accord avec Eddy Merckx qui dit que Pogacar est au-dessus de lui? Eddy Merckx a gagné le Grand Prix de Fourmies, Pogacar l'a pas encore fait. Ah, Bon, il a le temps. Hein. Il n'y a pas encore participé, nuance. Non, plutôt que de comparer Pogacar à Merckx, là j'ai envie de le comparer à Hinault et qu'il aille sur Paris-Roubaix avec le maillot arc-en-ciel. Ouais, mais le manager, il veut pas. Il a dit non. Bon, enfin, le manager, je pense qu'un mec comme Pogacar, c'est comme Van Der Poel ou Van Aert, au bout d'un moment, c'est le coureur qui va plus faire le Après, je pense que le rapport est pas totalement le même dans le sens Oui. où Oui. il a été formé par, il était le côté un peu paternel dominant que n'aurait pas forcément Van Der Poel ou Van Aert dans leur équipe, mais Oui, avec Mauro Giannetti et Machine Fernandez, les patrons du Emirates. C'est vrai que voilà, c'est des relations particulières, mais bon, Pogacar avait dit qu'il aimerait bien faire Paris-Roubaix. Je suis pas sûr qu'il ait le droit de le faire l'année prochaine, même si avec le maillot de champion du monde, ça serait sympa. Et il y a de fortes chances pour qu'on dise qu'il soit au moins outsider, vu le pedigree du bonhomme. Mais de toute façon, si on voit le maillot de champion du monde, il faut qu'il fasse des classiques, hein, parce que si on se course par étapes, c'est foutu. Ah oui, j'avais vu la stat que s'il avait eu le maillot de champion du monde cette saison, il l'aurait porté 9 jours. Quelque chose comme ça. Donc bon, parce que ça passait, parce que avec tous les maillots de leader qu'il a eu, il n'a pas porté souvent son maillot propre à lui. Donc bon, faudra voir l'an prochain. Est-ce qu'il fera déjà le doublé Giro Tour? On sait pas, puisqu'on annonce Vingegaard sur le Giro, on verra si c'est vrai ou pas. En tout cas, tout ce qu'on imagine, c'est que Pogacar sera au départ du Tour de France. Ça, je pense qu'il y a assez peu de doutes là-dessus. Enfin, en tout cas, s'il n'a pas de problème. Et si on revient un peu plus précisément sur la course de Tadej Pogacar, il y a quand même l'élément déclencheur et le moment qui fait que la course a complètement basculé, c'est son attaque dans la montée de Viticone à 100 km de l'arrivée. Il restait 4 tours, 3 tours et demi, 4 tours avant l'arrivée. Pourquoi, selon vous, on va essayer de comprendre un peu les mécanismes qui ont fait basculer cette course. Pourquoi déjà est-ce que Pogacar, selon vous, il a voulu attaquer? Parce que c'est pas quelque chose qui nous semble logique sur le coup, mais quelle raison vous voyez à tout ça? Ouais, je sais pas, il s'ennuyait dans le peloton. Quand je l'ai vu attaquer aussi loin, j'ai eu un flash de Peter Sagan sur une étape du Tour où après un sprint intermédiaire, il y avait 8-9 sprinters qui avaient fait une cassure et il dit aux autres, il fait un petit geste du coude et il dit aux autres, allez venez, on y va, on continue. Juste parce qu'il devait s'emmerder dans le peloton au milieu d'une étape de plaine. Là, je pense que, il y a eu un énorme ralentissement à un moment, il y a un tour qui s'est fait à allure relativement basse. Et ouais, je pense qu'il devait s'ennuyer. Johan, comment tu vois ça? Cette attaque de Pogacar et les raisons qu'il peut y avoir avec ça tactiquement? Bah, après, c'est aussi un moment où tu avais un peu des mouvements de peloton et où ça bougeait un petit peu, c'était un peu plus nerveux, c'est un peu plus dynamique. En fait, il attaque un peu au moment où normalement tu as les outsiders qui attaquent. Typiquement, les groupes avec Kung Pedersen sur le Tour des Flandres 2022, qui attaque à son bande d'arrivée, et puis après, tu as leader qui part derrière 30-40 bandes plus tard. Là. Donc là, il est parti avec les outsiders. Donc, je sais pas, oui, ils sont venus dans le peloton, ils disaient bon, j'en ai marre, quoi. Mes C'est vrai équipiers sont en train de sauter. Il réagit plus ou moins à une attaque de Pablo Castrillo qui avait lancé du mouvement un peu avant. C'est vrai que oui, c'est pas quand on n'imagine pas Pogacar attaquer quand c'est Pablo Castrillo, Romain Grégoire qui lance un peu des attaques aux 2 tiers de la course, quoi. C'est aussi qui est surprenant. Et on voyait justement après la course, Pogacar dire de lui-même que c'était quelque chose de suicidaire d'attaquer d'aussi loin. Non, mais je pense qu'il l'a senti sur le moment, il s'est dit ah là, si j'accélère là, ça marche bien, tu vois. Et puis il s'est dit bon, j'y vais. Puis après, tu fais ah, bon, je continue. C'est vrai que C'est vrai, il devait peut-être pas s'attendre à partir tout seul. Non, mais il attaque trop fort aussi. Enfin, je sais pas s'il fait exprès ou pas, mais. Ouais, c'est Badgioli et Quinn Simmons qui avaient tenté de le suivre. Quinn Simmons a vite lâché prise, Badgioli a tenté de suivre un peu, mais il a complètement explosé. Bon, après, forcément, une attaque de Pogacar, les coureurs qui peuvent en suivre une se comptent sur les doigts de la main.
Mais il y a Ouais, parce peut-être. que t'as Quinn Simmons qui essaye de suivre, il finit 9ème. T'as Ben O'Connor qui a pas réussi à suivre, qui finit 2ème de la course. Donc, les mecs qu'on s'est dessus, c'est pas non plus des, Oui, des mecs à la ramasse, quoi. oui. Mais bah, après ça, il y a peut-être aussi justement cette volonté de prendre tout le monde par surprise, et notamment ce qu'on disait qui étaient les deux autres principaux favoris, ces deux principaux adversaires, qui étaient Remco Evenepoel et Mathieu Van Der Poel, qui ont dit tous les deux être surpris. Après la course, Evenepoel disait bien sûr que j'étais surpris. Normalement, c'est suicidaire de partir de si loin, et à un moment, ça en avait l'air, car on s'est rapproché dans le final, puisque dans le dernier tour, il commençait à perdre 10, 15, 20 secondes. Van Der Poel disait aussi, je ne pensais pas qu'il allait le faire, mais il nous a prouvé le contraire. Quand il est parti, j'ai pensé qu'il était fou. Est-ce qu'il y a ce côté aussi de, à la fois prendre par surprise au niveau du placement, parce que Evenepoel et Van Der Poel n'étaient pas en position de suivre directement l'attaque de Pogacar, et aussi de se dire, tenter de partir d'aussi loin, c'est faire une stratégie que personne d'autre n'aurait pu tenter, et de se dire et de faire croire aux adversaires que c'est un peu jeter ses cartes trop tôt. Bah, surtout quand on regarde le premier tour que Pogacar fait en échappée, on peut se dire que bah, ça semblait presque une bonne stratégie d'attendre au moins encore un petit peu plus parce que comment dire, quand il revient sur l'échappée, l'avance c'est quasiment à 1 minute, mais à la fin du tour, l'écart est retombé à 35, entre 35 et 40 secondes. Donc on se dit, bah, Mhm. ouais, un peloton organisé, c'est reprendre du temps sur ce circuit. Donc Pogacar, s'il a que cette avance-là, bah, en reprenant le même temps, enfin, quitte à reperdre un peu de temps sur la bosse, mais en reprenant du temps après, il y a moyen de revenir. Mais, mais il a continué à accélérer, accélérer. Après, derrière, il y a des moments où c'était pas toujours bien organisé. Enfin, il y a eu des moments où c'est un peu regardé. C'était aussi à la faveur de celui qui était devant. Mais oui, enfin, donc à un moment, on se dit, le mec qui part à 100 bornes, c'est bon, c'est fini, quoi. Avec un plateau différent, sur un tracé différent, par exemple l'attaque qui met au Strade Bianche, ouais, là on se dit que c'est fini. Ou s'il fait à 25-30 bornes, on peut se dire ouais là c'est plié, mais là enfin, c'était tellement loin. Même des mecs qui n'ont pas peur de partir de loin, comme Van Der Poel ou dans un autre style Evenepoel, bah, trouvaient que c'était presque trop tôt. Donc c'est dire si ça a vraiment dû marquer les coureurs du peloton. C'est vrai que moi, il y a une réflexion que je me faisais après coup. Alors forcément, c'est plus simple après coup, mais je me disais, est-ce que limite la seule façon dont Pogacar aurait pu perdre, c'est de ne pas arriver à distancer Evenepoel ou Van Der Poel sur sur cette attaque. Et la meilleure façon la meilleure façon finalement d'y aller, c'est de faire une attaque en les surprenant de manière à ce qu'ils ne soient pas en mesure de prendre la roue. Donc il y a peut-être aussi un peu de ça, de se dire d'une certaine manière, maintenant que je suis devant, l'avantage il est à moi, même si c'est très très loin. Ce qu'on a vu, enfin on sait que Tadej Pogacar, quand il attaque, il se fait quasiment jamais reprendre. Ah, c'est ça, et puis on commence à s'habituer avec Pogacar qui bouge à 70-75 bandes de l'arrivée. Du coup, pour les surprendre, maintenant il part à 100. Et qu'est-ce que ça sera l'an prochain, hein. Ah bah dans 2-3 ans, il part au kilomètre zéro à toutes les courses, hein. Et il finira par attaquer dans le fictif. En soi, même s'il se fait reprendre, bah, il gagne la course, hein. Enfin, au sprint, il aurait été plus fort. Ah, dans le Il dernier aurait pu en tour, mettre une attaque quelque part. j'ai un petit doute. Ouah. Ils sont tous rincés, hein, le sprint. Quand tu vois le sprint du dernier tour, heureusement que Skuns il lance à 800 mètres pour que Van Der Poel y passe, mais ils sont tous complètement fracassés. Donc, C'est ça, ouais, c'est que Pogacar il est rapide en plus au sprint. Il roule tranquille, il se contente de suivre les coups, éventuellement il en met une dans le dernier tour, il règle et il se retrouve dans un peloton à 7 ou 8, il gagne sans problème. C'est juste que t'as les Pogacar et limite quoi qu'il arrive trop fort et qu'il y a personne qui est en mesure de le battre. C'est ça, c'est pas spécialement un coup tactique spécialement intelligent, il est au-dessus. Donc, il est au-dessus et il se fait plaisir en course en partant de loin. Donc, enfin, on va dire tant mieux pour le spectacle. Parce que il y a eu des il y a coureurs eu des réactions en mode ah, il aurait fallu faire ça, il aurait fallu faire ça, mais globalement, c'est un moment, il faut rouler à 10 contre lui pour pouvoir revenir, quoi. Oui, et de manière organisée parce que justement, est-ce que
il y a quelque chose qu'on peut reprocher à ses adversaires, voire à des nations en particulier. On a vu la Belgique justement dans un premier temps sur la fin du tour où Pogačar attaque, rouler, imprimer un rythme et commencer à reprendre du temps un petit peu, mais ensuite très vite le peloton explose dans tous les sens et derrière c'est presque il y avait très peu d'équipiers. Il y avait Mollema pour Van der Poel, mais je crois que c'était à peu près tout. Est-ce que il y a quelque chose de mieux qui aurait pu être qui aurait pu être fait face à Pogačar ou c'est un peu trop fantasmé que de dire il aurait fallu faire ci, faire ça précisément pour aller reprendre Pogačar et gagner. En soi, c'est facile de dire, il aurait fallu sauter dans sa roue ou revenir tout de suite après cette attaque à 100 bornes. Mais ouais, comme tu l'as dit, collectivement, on va dire, des équipes comme les Pays-Bas ou surtout la Belgique ont bien joué en imprimant un gros tempo dans le peloton pour revenir. Mais après, dans les 2 derniers tours, on va dire, c'était des batailles individuelles, à distance, mais individuelles, et les coureurs, devant, Pogačar était plus fort que les autres, et il n'a jamais été repris. Effectivement, l'écart tombe un peu sur la fin, mais on va pas se dire, un tour de plus, et il était repris quand même. Oui, parce que il perd une quinzaine, vingtaine de secondes au début du dernier tour, mais après il en reprend 10 sur le plateau, quoi. Là, c'est ça, et puis il y a O'Connor qui a bien fini, mais les autres, ils sont à 1 minute, donc Oui, et encore O'Connor il finit bien parce que les 1500 derniers mètres il les fait à fond. Alors que, oui. derrière, logiquement, ça se regarde parce que bon, la deuxième place, elle est Et partie. devant, ça savoure un peu. Oui, voilà, c'est ça aussi. Donc, je pense que le dernier kilomètre, Van der Poel l'a fait plus rapidement que Pogačar. Donc, bon, il y a de ça aussi, quoi. Mais oui, il y a pour les adversaires de Pogačar, c'est-à-dire que à la limite, le seul regret, c'est de se dire, on aurait dû être dans sa roue, mais comment tu veux anticiper un move comme ça? Il n'y a pas vraiment de regret à avoir a posteriori, quoi. Là, c'est inenvisageable, une attaque comme ça à 100 bornes. Même nous, on est habitué à avoir des scénarios quand même assez alambiqués. On imaginait partir à 3 tours de l'arrivée à 70 bornes dans les côtes. Et il a fait encore pire. Donc ouais, Pogačar, il est capable de tout. À la limite, on pourrait dire, sur les championnats du monde, Adorni, quand il était parti tout seul, il avait gagné avec 9 minutes d'avance. Il a un record à aller chercher, Pogačar. Là. Ouais, bon, 9 minutes, il faut se lever tôt, mais... Bon, après, je crois que j'ai cru lire que le mondial qu'Adorni gagne avec 9 minutes d'avance, ça se regardait un petit peu derrière, alors que pour le coup... C'est pas que ça se regardait, c'est que les 2 grosses équipes, c'était les Italiens et les Belges, et les Italiens, ils vont pas rouler sur un Italien, parce que c'est pas les Néerlandaises, et la Belgique était menée par Eddy Merckx, et Adorni, c'était un équipier d'Eddy Merckx tout le reste de l'année, donc ouais, il était content de voir un coéquipier qui allait être champion du monde. Donc, oui, quitte à ce que ça soit pas lui qui gagne, autant que ça soit un coéquipier... Et donc forcément ça avait dû un peu aider. Bon, de toute façon... Et puis quand tu fais un mondial à 60 et qu'il y a 12 Belges et 12 Italiens, ça fait... Ça aide, oui. Dans les années 60, tu récupérais difficilement des mecs à la Guinée-Bissau et tous les pays comme ça pour remplir. Oui, ça c'est certain, c'est sûr. Mais bon, après en tout cas ça permet de dire que bon, d'une certaine manière, la perf de Pogačar de dimanche, elle s'inscrit aussi dans toute sa saison. Je crois que c'est sa 23e victoire de la saison. J'avais regardé un peu au 21e siècle. Le record c'est de 25 avec Petaki. Il y a moyen qu'il aille chercher les 25. Hein. Pogačar, sachant que il doit faire le Giro d'Emilia, les 3 vallées Varesines et le Tour de Lombardie. Bah, il faut qu'il fasse 26. Bah voilà. Et le pire c'est que du coup il a quasiment pas gagné, il a quasiment pas perdu de l'année. Hein. C'est à part l'Estrade Bianche, à part Milan-San Remo et le Grand Prix de Québec, c'est que des victoires. Donc et que des courses pour le Tour aussi. Ce qui place un petit peu la saison du bonhomme. Après aussi, tout ça me refait penser un petit peu. Alors il y avait pas mal de comparaisons, justement comparées aux plus grands raids de l'histoire, et il y en a quelques-uns qui faisaient remarquer aussi pourquoi vous prenez pas en compte la victoire, le titre mondial d'Annemiek van Vleuten, justement à Harrogate en 2019, qui avait fait 100 bornes en solitaire. Est-ce que de manière récente, c'est presque l'exploit le plus similaire? C'est le plus similaire, mais après, c'est pas forcément, c'est pas les mêmes pelotons en face. T'as une densité dans le peloton masculin qui fait que c'est plus facile de faire organiser une chasse
que dans le peloton féminin, et c'était pas le même parcours non plus, parce que quand elle part, c'est qu'elle part dans un col, et à ce moment-là, elle fait des écarts, et après, le temps que ça se réorganise, ça se redémarre, et après, c'était beaucoup plus compliqué. D'ailleurs, il y a un moment, ça s'était pas mal rapproché avant de se recasser la gueule à la poursuite, mais c'était pas les mêmes configurations de course non plus, donc l'attaque de loin, parce que le parcours fait que si elle veut utiliser le col, elle part de loin. Et si Donc, on met des courses féminines aussi dans l'eau, la victoire de Lisière Michelet dans Paris-Roubaix, où elle fait toute la course échappée devant. Oui, ça se place bien Enfin, aussi. du Ouais. premier pavé jusqu'à l'arrivée, c'est au-dessus. Ouais. Attends, voilà, à partir du premier pavé, puis résister jusqu'au bout, hein, Ah bah, ça un fait Slovène qui en est capable, c'est sa ligne. ça fait un défi pour Pogacar. Hein. après, si tu veux parler de trucs anciens, Jackie Durand, quand il attaque, c'est plus loin que Pogacar quand il gagne le Tour des Flandres. Oui, après, bon, Ah bah, Dirk de Mol sur Paris-Roubaix masculin aussi, hein, si on part. après, c'est des scénarios Ah, différents. les JO féminins à Tokyo, pareil, hein, ça part de très loin. Bah, au drapeau, non, je crois, je sais plus. Ouais, très très tôt Kiesenhofer avec les 3-4 courses qui l'accompagnaient. Mais bon, voilà, ça permettait d'éventuellement faire cette petite comparaison. Et aussi peut-être d'une certaine manière que on sait que Annemiek van Vleuten, sur les dernières années de sa carrière, alors bon, pas la dernière, mais sur les dernières années de sa carrière, avait une grosse, voire énorme marge sur le reste du peloton. Pogacar, on a l'impression que cette année, c'est le cas aussi. Il peut faire tout ce qu'il veut, il a une marge monstrueuse. Oui, il y a eu un peu l'inversion entre les filles et les garçons sur le côté. T'as coureur qui va dominer, qui va avoir de la marge par rapport au peloton, qui est toujours assez dense derrière, ce qui était le cas chez les filles un petit peu il y a quelques années, où souvent c'était un petit peu plus groupé, et puis devant t'avais Van Vleuten ou Van der Breggen qui faisaient des numéros pas possibles. Là où cette année chez les filles c'est quand même plus dense, et t'as quand même plus de mal à faire des écarts. Après, c'est dur de faire des comparaisons, parce que c'est pas vraiment la même chose. Oui, non, non. Bien sûr. Non, mais c'était juste voilà, pour essayer d'évoquer ça un peu et de parler de la domination, de la supériorité de Tadej Pogacar. Pour finir sur la course en ligne homme, un mot des coureurs français. On a Romain Bardet qui finit premier français, qui termine à la 10e place pour son dernier championnat du monde, puisque Romain Bardet prendra sa retraite en juin prochain, enfin en tout cas sur route. Romain Bardet disait avoir pas mal de regrets. Est-ce que on peut être d'accord avec ça concernant le bilan des Français pour leur course de dimanche? On avait une équipe de dynamiteurs, mais on les a pas vus autant qu'on aurait aimé anticiper. Maintenant, c'est compliqué d'anticiper quand le favori part à son bord de l'arrivée aussi. C'est sûr. Bardet avait disparu un peu des radars quand il a commencé à avoir de la sélection. Peut-être qu'il a des regrets sur le fait qu'il a dû faire des efforts pour revenir dans le peloton. Enfin, quand on voyait comment ça avançait, quand ça commençait à bouger, j'imaginais peut-être plus un Gaudu, voire un Sivakov finir meilleur français. Finalement, eux, ils finissent loin parce que les circonstances de course fait qu'ils n'avaient plus rien à jouer. Mais, Et plus rien dans les jambes, parce que Sivakov, aussi, il fallait quand même qu'il suive le rythme d'un tracteur Pogacar, et Gaudu, il a fini par avoir des crampes après 200 bornes. Alors que c'était le seul français dans un premier temps dans le groupe Evenepoel-Van Der Poel. Romain Bardet est rentré après, il est rentré je crois dans peut-être l'avant-dernière ascension du Zurich Bergstrasse, mais à 2 tours de l'arrivée, il est pas dans le groupe Evenepoel-Van Der Poel-Gaudu. Johan, qu'est-ce que tu en penses toi de la course des Français et de ce que disait Romain Bardet qui lui trouve qu'il a des regrets? Oui, bah, après les regrets les regrets c'est la chute d'Alaphilippe, qui apparemment en plus avait de très bonnes jambes, et peut-être qu'il aurait les jambes pour aller jouer le podium, mais après les regrets de pas avoir assez bonnes jambes, c'est un peu compliqué comme type de regret. Il y a Sivakov qui était là pile quand il fallait, au bon moment, devant dans la configuration qu'il fallait. T'avais les Français qui étaient à peu près actifs. T'as Gaudu qui était bien, qu'il a manqué un peu, qui aurait peut-être dû faire plus l'économie, mais enfin voilà. Il y a pas de. Même Thomas Vocar le dit, il n'y a pas tellement de regrets non plus à avoir. Après la course, elle s'est faite comme ça. Il n'y a pas les jambes pour jouer le podium. Voilà, quoi. Il y a pas d'erreur des Français, il n'y a pas de faute, il n'y a pas de Oui, choses qui parce n'ont pas que été. j'en voyais qui disaient, notamment sur les réseaux sociaux, qui critiquaient le fait que Pavel Sivakov relayait Tadej Pogacar. Bon, on a appris que c'est Thomas Vauclair qui l'a demandé à Pavel Sivakov. Il y a peut-être une certaine logique aussi de se dire,
le plus longtemps je peux rester avec Tadej Pogacar, plus je vais pouvoir me rapprocher de la médaille. Et puis le relais qu'il a mis, enfin, ils n'étaient pas 50-50 sur l'intensité de l'effort non plus. Non, C'est c'est sûr. plus un petit relais de courtoisie pour dire à Pogacar, t'as vu, je passe un petit peu, donc m'attaque pas dès la prochaine bosse, pour qu'au final ça change rien. Mais Oui. parce que là, juste changer un peu de rythme, ça suffit à isoler Pogacar à l'avant. Mais oui, s'il restait dans la roue, vu la longueur qui restait jusqu'à l'arrivée, Pogacar accélérait plus violemment que ce qu'il a fait dans une bosse, et le résultat aurait été le même. Oui, ça Alors que aurait... Sivakov, le seul truc qui risquait d'arriver, c'est que il réussisse à tenir plus longtemps que ce qu'il a tenu et qu'il ait joué la médaille comme ça. Parce que, vu les efforts qu'il a fait avant, c'est soit il tenait, et s'il tient jusqu'au bout, il fait 2, soit il tenait pas, et ça a fait ce qu'il a fait là. Voilà, ce qui fait que Pavel Sivakov finit au final à la 35e position. Il y avait David Gaudu 33e, et au milieu on a Valentin Madouas, qu'on n'a pas trop vu, mais qui finit à la 22e place de ce championnat du monde également. Et puis si on veut être un peu plus sournois, j'ai envie de dire, Thomas Voeckler qui demande à un de ses coureurs de passer des relais, c'est quand même... Ah, c'est pas le même sélectionneur qu'il était coureur. Mais il en a conscience lui-même, donc au moins, c'est déjà ça de gagner. Déjà ça de bien. On va passer à présent à la course en ligne dames, qui a été remportée par Lotte Kopecky, la Belge, qui avait déjà été sacrée l'année dernière. Là, ça a été beaucoup moins facile pour elle. Il a fallu qu'elle se batte. Elle avait été distancée notamment par Demi Vollering qui essayait de revenir à l'avant de la course. Puis ensuite, Lotte Kopecky a réussi à revenir, elle derrière, dans le final après la montée de Vitigone. Ça s'est joué dans un groupe de 6 coureuses au final, et Lotte Kopecky s'impose devant Chloé Dygert et Elisa Longo Borghini. Par rapport à sa victoire de l'année dernière, Lotte Kopecky, autant de l'année dernière, bon déjà elle avait fini en solitaire, elle avait attaqué, elle avait réussi à distancer tout le monde, on pouvait dire assez facilement qu'elle avait gagné en étant la plus forte. Qu'est-ce qu'on peut dire de sa victoire de cette année? Parce que forcément c'est seulement entre guillemets au sprint, il a fallu qu'elle se batte pour revenir, elle avait été distancée. Comment est-ce qu'on peut qualifier sa victoire et sa course de dimanche à Lotte Kopecky? relativement intelligente pour avoir bien géré ses efforts, et Demi Vollering qui a fait tout ce qu'il fallait pour que, pour que Lotte Kopecky gagne. Donc, Il y a Vollering aussi qui roulait quand Kopecky était distancé pour pas essayer qu'elle revienne pas. Elle n'a pas non plus. non, mais je disais ça un peu en rigolant, mais elle a pu aussi profiter des circonstances de course qui ont fait quand elle est revenue, ça s'est bien passé. Mais oui, là, elle était plus en souffrance que ce qu'on aurait pu imaginer, parce que on voyait vraiment un match Vollering-Kopecky, et ça a tourné autour de plein d'autres personnes, avec même Elisa Longo Borghini, qu'on était plusieurs à imaginer être partie vers la gagne au moment de son attaque. Donc c'était plaisant à voir, de voir un niveau vraiment plus resserré entre les meilleures coureuses. Ouais, Bien ça, évoqué justement il y a quelques années où il y avait une Van der Breggen ou une Van Vleuten qui était 15 jambes au-dessus du lot, et où il n'y avait pas spécialement de course. Pas que sur les mondiaux, hein, en général. oui, Là, oui. Mais là, ça a été une course qui était plus ouverte que prévu. et puis une course épuisante aussi avec les conditions météo. Hein, Ouais, ça. toutes les coureuses, quand on voyait les interviews à la fin, on a l'impression qu'elles avaient pris 10 ans. Il y en a qui avaient les dents qui claquaient au moment de répondre au micro. Ouais, c'était terrible. Ils ont quand même bien souffert des conditions climatiques aussi, ça, c'est sûr. Johan, qu'est-ce que tu dirais pour ta part de la course et la façon dont elle est allée chercher cette victoire, Lotte Kopecky? C'est un peu une victoire à la survie de la course se passe, les coureuses derrière sautent, moi je reviens, les grosses leaders elles se neutralisent un petit peu, du coup je suis toujours là, je suis là disponible pour le sprint et du coup je peux sprinter, je peux gagner. Même au sprint elle a du mal, hein, un petit peu à démarrer. Mais c'est plus là ça prend la course à la résistance de je suis un peu plus frais, il me reste encore un peu plus et je peux réussir à gagner. Mais c'était quand même au point où tu te disais que selon comment ça arrivait au sprint, une autre coureuse aurait pu gagner. Ou, si Marat Vos arrivait à tenir, si Ruby Rose-Gamond arrivait à tenir, peut-être qu'elles auraient pu aller contester la victoire au sprint. Donc
même jusqu'à la fin, au moment où ça arrive au sprint, t'es pas sûr exactement qu'elle va gagner. Donc c'était effectivement, t'avais un beau suspense. Et justement, le côté plusieurs fois où la course s'est retournée, où tout d'un coup, t'as Vos devant, tu te dis avec une minute, tu dis, bah ok, c'est plié, ça va s'enterrer derrière. Non, ça revient, et puis après, du coup, ça attaque, tu vois Kopecky lâcher, tu dis, ah bah ok, ça va jouer entre Longo Borghini et Vollering, mais non, ça revient, et puis après, t'as Longo Borghini qui part, et puis ah non, ça revient quand même. Enfin, c'était bien dynamique, bien intéressant jusqu'à la fin, donc très belle course. Et d'une certaine manière aussi, Kopecky a bien couru, a fait attention à ses Oui, efforts. Enfin, elle savait qu'elle était limite, elle a pas cherché à trop en mettre non plus. elle a bien géré, et elle est assez douée dans le côté de laisser faire les autres faire des efforts. Je crois que c'est avec Lippert au moins qui fait l'effort pour revenir justement sur Vollering, et qui fait l'effort quand elle revient après sur Longo Borghini. Et tu vois Lippert qui fait l'effort un peu dans le vent toute seule, et puis Kopecky elle fait juste à la fin, hop, putain, je repasse, et puis vas-y, je reviens. Donc elle sait bien faire ça, elle a bien géré. Donc, mais après, elle a fait ce qu'elle a pu, je pense, et puis après, elle s'est retrouvée en situation de pouvoir gagner. Et puis une forte sérénité dans la manière dont elle gère la course, quoi. Il y a beaucoup de coureurs ou de coureuses qui sont très nerveux sur un vélo. C'est clairement pas le cas de Kopecky. Oui, ça, c'est sûr. Justement, parce que ce que Yann disait avec le fait de laisser les autres faire le travail, il faut aussi oser laisser les autres faire le travail dans ce genre de moment. Et se dire, ouais, bah, si devant ça part, bah, c'est fini. Par exemple, quand quand Elisa Longo Borghini est partie, bah, elle semblait avoir aucun problème à dire, bon, bah, allez-y, quoi, c'est à vous de rouler. Moi, j'ai déjà été championne du monde. Oui, c'est justement peut-être le fait d'avoir été championne du monde, d'être la championne du monde sortante, qui aide d'une certaine manière à se dire allez-y, moi je peux me permettre de ne pas gagner presque. Ça fait écho presque un peu à. Il me semble que c'était ce qu'avait dit Benjamin Thomas par rapport à son. Quand il gagne une étape sur le Giro, que parfois, ouais, pour gagner, il faut prendre le risque de perdre. Et, Oui, c'est surtout que Kopecky, elle a déjà fait le coup aux Jeux Olympiques de ne pas aller chercher. Donc, cet adversaire en face, elle se dit, bah oui, elle va pas y aller, elle va pas y aller. Donc, ça aide aussi à pouvoir mettre ça en place en course, quoi. justement, enfin, on peut quand même dire que du coup, globalement, que Kopecky était peut-être un peu juste, mais elle a su bien courir, bien adapter sa tactique aux forces qu'elle avait. Il y et puis les a, Belges ont aussi bien géré collectivement le moment où il y avait Guéguerre qui était devant, oui aussi, parce qu'il qui permettait de jouer. voilà, quand il y avait Justine Guéquireux qui était à la fois devant, puis ensuite après un moment qui était dans le groupe où il y avait Kopecky, ça, ça a joué aussi d'une certaine manière, et c'est là aussi où la tactique d'équipe peut rentrer en compte. Euh, pour le coup, il y a une équipe qu'on a encore plus vue et qu'on voit chaque année, c'est les Pays-Bas qui ont beaucoup roulé, les Néerlandais ont beaucoup roulé, se sont beaucoup impliqués, on attendait beaucoup d'Emi Vollering, et au final, Demi Vollering 5ème, c'est la première fois depuis 2014 qu'il n'y a aucune Néerlandaise sur le podium. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a cloché? Qu'est-ce qui s'est mal passé pour l'équipe néerlandaise? Ils ont fait n'importe quoi. Un peu comme d'habitude, Mais parce que vous critiquez souvent un petit peu les tactiques, les choix stratégiques des Pays-Bas. non, mais là, par moment, c'était même encore un cran au-dessus. Parce qu'il y a eu un moment quand même où néerlandaises qui roulent dans l'échappée, néerlandaises qui roulent dans le peloton, qui ont fait une cassure, et néerlandaises qui roulent dans le peloton des distancés. Sur les trois premiers groupes, les trois échelons de course, c'était des néerlandaises qui roulaient. Et c'était pas des relais là, on se met devant et comme ça casse un peu le rythme. Mais non, c'est des vrais relais bien forts, quoi. Oui, ça manquait peut-être un petit peu de coordination, d'une ligne directrice claire. Bah, il y avait pas de ligne directrice, donc C'est ça. c'est toujours Qui un peu était le problème leader? chez les Néerlandaises, c'est que tu choisis un leader, une tactique, et tu dis, bah, ok, on va faire ça, et au pire, dans telle configuration, on changera et on fait ça, et t'as les gens sur le bord de la route, le staff qui dit, bah, ok, là, on est dans telle configuration, là qu'on change de tactique, on se met comme ça, mais ça n'existe pas, donc après, compliqué. Oui, alors que pour le coup, enfin, sur le papier, on peut se dire, les Pays-Bas auraient pu dire, ok, notre leader numéro un, c'est Demi Vollering, c'est la favorite. Si jamais ça se passe mal, bah, par exemple, ça peut être Marianne Vos qui est le second couteau, mais on mise en priorité tout sur Demi Vollering. Bah oui, moi je m'étais amusé à regarder justement parce que ça avait posé, enfin ça a beaucoup été débattu sur l'après-course du côté égocentrique de Vollering, tout ça.
Voloring, elle a jamais été leader dans son équipe. Sur tous les championnats sélection, à chaque fois, elle était équipière de Van der Breggen, de Van Vleuten, de Wiebes, de Vos. La seule fois où elle a joué sa carte, c'est l'an dernier à Glasgow, parce que c'est la seule qui tient le rythme pour jouer la victoire. Mais même cette année encore, elle n'était pas considérée comme leader unique, alors que c'est de loin la meilleure course mondiale. T'as pas une équipe qui s'est dit, ok, on se met devant le peloton. À chaque tour, la bosse, on va la monter plein pot, on va faire péter tout péter, et puis on va voir, normalement, dans cette configuration-là, elle peut gagner. Donc, il y a eu le côté un peu où elle est passée par-dessus le jeu d'équipe au moment où elle veut un peu revenir sur Vos pour aller jouer la gagne. Elle dit à Brett de Vol de continuer à rouler un peu pour pas te faire trop d'écart et tout ça. Mais c'est assez bizarre de se dire que les Pays-Bas, chaque année, ils veulent se la jouer en mode quick step sur les Flandriennes, à pas avoir de leader, alors que c'est pas forcément là. Ça a quand même foiré un nombre extrêmement régulier de fois, quoi. C'est vrai que justement, on a aussi vu Demi Vollering dans le final pas mal s'agiter. Elle avait l'air un petit peu, pas énervé, mais demander pas mal des relais, un peu toutes les coureuses qui étaient dans le groupe. Est-ce que vous l'avez trouvé un petit peu presque paniqué ou manque de sérénité dont tu aurais besoin dans ce genre de finale? Bah, elle était très 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 nerveuse. Je pense qu'elle a gaspillé beaucoup d'énergie à s'énerver un petit peu sur tout le monde, alors que enfin, il y a un moment où il faut rouler. T'es la meilleure coureuse du monde, tu te mets devant et t'assumes. Ou tu veux pas rouler, bah tu assumes et tu fais comme ce que Kopecky a fait quand par moment elle voulait pas rouler, bah tu te mets derrière et tu laisses les autres faire. Mais le combo de tu t'énerves sur tout le monde parce que personne roule, du coup tu roules pas et tu laisses tout le monde revenir, mais 10 minutes après tu t'énerves parce que sur tout le monde parce que ça roule pas, mais là finalement du coup t'y vas. Euh, je pense notamment quand Elisa Lamborghini attaque dans le final, bah ouais, elle s'énerve sur tout le monde et puis après elle roule. Bon bah les autres c'est bon quoi, on la laisse s'énerver et, et elle va rouler derrière. Elle était presque quasiment en train de lancer le sprint, même à l'arrivée, c'était Est-ce qu'on peut dire qu'il lui manque un peu de sens tactique à Demi Vollering pour mieux gérer ce genre de situation? comparaison autre mise à part. Je pense que c'est un peu comme Pogacar en fait. Tellement habitué à gagner en étant 15 jambes au-dessus ces derniers temps, que dès qu'il n'y avait pas 15 jambes au-dessus de tout le monde, c'est compliqué d'aller chercher la victoire. Avec en plus le bonus des organisations internes à l'équipe, parce que l'accélération qu'elle fait dans les dernières bosses où elle fait bah, clairement en rival pour la gagne, elle fait péter que Marianne Vos. Oui. Donc c'est vraiment mal couru. Peut-être qu'il faut qu'elle progresse. Est-ce que peut-être aussi on sait que l'année prochaine, elle va quitter la SD Works. Bon, il n'y a rien d'officiel encore, à moins que ça soit d'ici la sortie du podcast, mais elle a annoncé pour signer chez FDJ Suez. Est-ce que peut-être aussi changer d'environnement, ça peut l'aider d'une certaine manière à trouver un peu de sérénité et repartir sur des bases plus saines? Bon, je sais pas, parce que si on veut être tordu, on pourrait dire qu'elle fait par moment elle a bien couru pour permettre à Kopecky d'être championne du monde, qui est sa coéquipière chez SD Works. Elle a permis à une comment dire à une SD Works d'être championne du monde, tout en faisant en sorte qu'une Visma Lease Bike soit distancée. Quitte à avoir un raisonnement un peu tordu, on pourrait quasiment partir par là. Ouais. Et, Ouais, après, c'est pas trop être tordu de se dire qu'elle a quand même passé une année un peu épouvantable dans son oui, équipe, hein. oui, là, l'année était clairement. Son équipe la mettait pas dans dans les meilleures conditions. Oui, parce qu'on a bien vu, enfin, même sur le Tour de France, c'était compliqué pour elle. Elle avait pas l'air très entourée. Ah bah quand tes équipières te voient avoir une chute et qu'elles se font bah ok j'y vais quand même, je l'attends pas. C'est que bon, a priori ça va pas super quoi. Non mais enfin clairement de toute façon elle arrive au mondial, elle était pas sereine, elle était pas sûre d'elle, elle avait plein de doutes, ça allait pas forcément très bien donc en plus il y a la défaite du Tour de France forcément qui doit rester aussi un peu dans sa tête donc il y a plein de choses qui fait que elle s'était surmis la pression pour faut que j'aille chercher le titre. Là, le parcours il me va, machin, et du coup, ça a pas bien marché. Donc, après, le manque tactique, c'est sûr que ça aide pas. Être SD Works, ça aide pas pour améliorer son sens tactique. Voilà, là-bas que tu peux apprendre un sens tactique. L'équipe néerlandaise pour apprendre un sens tactique, c'est pas mieux. Et donc, après, en plus, quand tu es une coureuse qui vient du patinage de vitesse et que tu es arrivé sur le tard en vélo, enfin, forcément, tu as des lacunes sur certains plans. Donc,
Ouais, c'est ça, est-ce qu'il lui manque pas aussi un petit peu d'expérience encore? Parce qu'elle est elle est entre guillemets récente dans le cyclisme, quoi. Et puis si Bah, tu compares au sein de l'équipe des Pays-Bas, c'est sûr que face à une Marianne Vos, niveau expérience. Oui, non, mais sans aller jusqu'à Marianne Vos. Non, mais je veux dire, Marianne Vos qui se retrouve à être échappée, par exemple, avec Réjeanne Marcus, qui est à la fois sa compatriote et sa coéquipière le reste de l'année. Enfin, Marianne Vos, elle s'est pas échappée avec Mischa Bredevold, par exemple. Elle Oui, s'est oui. échappée avec Réjeanne Marcus. Oui, et là, pour le coup, ça s'organisait bien entre les deux, quoi. Donc, bon, il faudra voir, mais en tout cas, ça fait donc pas de victoire, pas de podium non plus pour les Néerlandaises. On va finir pour parler des Françaises aussi, qui ne finissent pas dans le top 10. La meilleure Française, Juliette Labousse, termine à la 12e place, dans le groupe qui se jouait la 10e place, quand même, plus précisément. Est-ce qu'on peut dire qu'au final, c'est une course ou un résultat un peu décevant pour les Françaises? Une course plus que résultat, parce qu'on les a vraiment pas vues peser du tout sur l'épreuve. Et ça, je trouve ça assez décevant. Qu'est-ce qu'elles auraient pu faire pour toi, selon toi, Geoffrey? Bah, après, avec les conditions météo, c'est difficile de se dire, enfin, il aurait fallu faire ci, il aurait fallu faire ça. Hein. Il y a, il y a des coureuses qui ont souffert plus que d'autres. Je pense, par exemple, avec des filles comme Marion Bunel ou Kerbal ou EVT Music, enfin, toutes celles qu'on espérait mieux. Il y a des Françaises, mais il y en a d'autres nationalités qui terminent à 10 minutes. C'est clairement. Ils ont souffert physiquement sur le vélo, ils n'ont pas passé une bonne journée. Oui, parce que les Italiennes, c'est pas beaucoup mieux, hein. Ben, les Italiennes avaient un beau collectif. Heureusement qu'il y a Lisa Longoborny qui fait podium, hein, parce que sinon, il y a Gaillard et Alini qu'on a vu un chouïa, Alice Maria Zoufi aussi, mais très loin, très tôt. S'est habitué à plus de présence à l'avant. Mais sinon, par rapport au sprint du groupe Labousse, je dis le sprint pour la 10e place, c'était aussi le sprint pour le titre espoir, et ça ressemble tellement à rien de voir une coureuse au milieu d'un peloton lever les bras parce qu'elle gagne un truc. Oui, parce que c'est Puck Pieterse, 13e de la course, qui est championne du monde U23. Ce qui fait quand même un titre pour les Pays-Bas. En faisant battre par la bousse au sprint, hein, donc c'est-à-dire que ça fallait pas. Hein. Maintenant, après moi, sur la même journée, Lotto Kopecky et Puck Pieterse, qui sont toutes les deux championnes du monde, ça me fait une bonne transition vers le mois d'octobre et les 3-4 mois là qui vont arriver. Voilà, ça te prépare en douceur, tranquillement. C'est ça, c'est ça. Le côté piste et cyclocross en même temps, là, ça... Bien comme il faut. Bon, Si, mais Pogacar, t'as les rumeurs aussi, comme quoi il va faire des Coupes du Monde et tout. Là. oui, enfin, bon, c'est pas parce qu'il a gagné une Coupe de Slovénie qu'il va s'aligner sur les Coupes du Monde à Coxille ou je sais pas où. Hein, donc, À Coxelle, peut-être pas, mais à Namur, franchement, ce serait marrant. Bon, voilà, en tout cas, bon, pour les Français, c'est plus une course décevante, frustrante, dans la mesure où elles se sont fait vite écarter de la course. Je crois que c'était Céline Carbol qui disait au moment où elles auraient dû être en mesure de commencer à tenter quelque chose, bah, elles étaient plus que trois avec Carbol, Labousse et Musique. Donc forcément c'était plus compliqué, même si les conditions météo n'ont pas aidé, loin de là. Forcément c'est compliqué. Puis bon, tant qu'à être... C'était une certaine récurrence quand même sur ces championnats, le côté collectif qui se casse vite la tête et où t'as des coureurs qui sont en forme, qui arrivent à tenir, mais que globalement des équipes ça a pas vraiment tenu, quelles que soient les courses ou les nations de manière générale. Mhm. Et puis après, quitte à finir, vous parliez des classements U23, on va permettre de citer la coureuse afghane Fariba Hashimi qui termine 7ème du classement U23, elle qui était au départ de ces championnats du monde. Elle avait gagné une étape du Tour de l'Ardèche. C'est aussi une des belles histoires que le cyclisme peut proposer. Ça serait bien, on pourrait espérer qu'elle trouve une équipe l'année prochaine. En tout cas, ça serait beau. Ça serait beau Saint-Michel Aubert va avoir plein de places disponibles, hein, si veulent recruter des gens. Oui, et Saint-Michel Aubert alors, je crois qu'ils annonceront quelque chose en octobre. Alors, est-ce que c'est le nouveau sponsor, l'effectif, on sait pas. Mais en tout cas, ça serait une des équipes qui serait candidate pour le nouvel échelon pro team. Il y en aurait des infos qu'on a vu passer, il y en aurait 9 pour l'instant candidates qui seraient plus ou moins connues. Ça serait pas énorme, mais bon.
Voilà, avec tout ça, on va arriver à la fin de ce podcast. Un petit mot aussi sur les autres courses qu'on a pu voir, aussi bien chez les jeunes que dans le paracyclisme également. C'est pas mal de le citer, puisqu'on avait ces mondiaux paracyclisme qui étaient en même temps que les mondiaux de cyclisme. Sachant que bon, côté français, on n'a pas eu d'autres podiums médailles. La seule médaille qu'on a eue, c'était le titre de Paul Sexas chez les juniors en contre-la-montre. Paul Sexas qui a complètement explosé sur la course en ligne. Je crois que on l'avait vu à un moment rater un ravitaillement et derrière il a fini complètement carbo. Qu'est-ce que vous retiendrez de parmi les autres courses qu'il y a pu avoir? On a évoqué bien en longueur la course élite homme et la course élite dame. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a marqué un petit peu dans le reste de ces courses? Alex Segard qui a bien fait de rester chez les espoirs parce que finalement il fait quand même une médaille. Il a loupé au chrono, il l'a dans la course en ligne. C'est vrai. Non, et puis le doublé de Kat Ferguson, côté féminin. Oui, elle qui est bien prête pour signer, pour passer chez les pros l'an prochain, parce qu'elle avait déjà signé chez Movistar l'année dernière, quand elle était junior première année. C'est Et dire. cette année, elle a déjà gagné des courses. Elle a gagné une étape du Tour de la Semois, elle fait podium au Grand Prix de Fourmies, donc ça s'est déjà bien lancé. Ouais, c'est quand même très costaud. Et puis pas mal de titres en paracyclisme avec chez les hommes en C4, enfin les trois qui avaient fait tripler dans le contre-la-montre qui font aussi tripler dans la course en ligne. Ouais, avec Gatien Le Rousseau, Mathis Lebeau et Kevin Lequinf. Kevin Lequinf, qu'on connaît peut-être un petit peu plus parce qu'il était passé sur la route chez les pros, qui a notamment gagné une Coupe de France chez Aubert 93 il y a quelques années. Et sachant qu'on a eu aussi, pour citer les médailles en paracyclisme, on a Alexandre Léoté qui a été champion du monde de la course en ligne, lui qui a fait le doublé aux Jeux Paralympiques. Florian Bouziani, champion du monde du contre-la-montre en C3. Heidi Gauguin, vice-championne du monde du contre-la-montre en C5. Florian Joigny, double médaille d'argent en H2. Mathieu Bossredon, double champion du monde en H3, donc là c'est du handbike. Joseph Fritsch, champion du monde en H4. Et on avait déjà évoqué la semaine dernière la victoire en handbike en relais mixte. Et on termine avec Loïc Vergniaud en H5 qui fait également double médaille d'argent. Voilà pour le. Et en C4, il y a 2 médailles aussi pour Catal Alençon. Chrono et Oui, tout à fait. course en ligne. Voilà, ça permet de le citer. C4 qui est la catégorie qui a bien réussi aux Français, on va dire. Avec ce double triplé plus la double médaille de bronze pour Catal Alençon. Johan, est-ce que tu rajouterais quelque chose de ce qu'on a pu voir sur ces différentes courses? Lorenzo Finn sur la course junior qui était absolument monstrueux et qui donne un certain goût à sa saison générale en se disant ah oui, ce mec là aussi, il n'y a pas que Sexas, t'as d'autres aussi, ça peut donner des trucs assez incroyables. Et Lorenzo Finn qui est déjà allé gagner une course avec son maillot arc-en-ciel, une course en Italie. Donc il a pas perdu de temps, mais c'est vrai qu'il avait fait, par exemple, il avait remporté Obel Timister Stavlo, fini sur le podium de l'Imbuget Valromé Tour, par exemple. Donc c'est ce genre de course qui est assez bien représentatif du calendrier junior international. Mais sachant qu'en plus il finit avec plus de 2 minutes d'avance sur son dauphin, 3 minutes sur le troisième. Donc Sébastien Greenley deuxième, Semara Main troisième. C'était quand même une sacrée course. Et puis bon, tant qu'à finir à nommer les autres vainqueurs des courses en ligne, je crois qu'il nous manque que Niklas Behrens, l'Allemand, sur la course Espoir, qui d'ailleurs était cette année dans la réserve de Lidl Trek et qui l'an prochain sera dans l'équipe World Tour de Visma Lease a Bike, parce qu'il n'y avait plus de place chez Lidl Trek. Voilà. Bah oui, quand un Trek qui recrute 15 coureurs par an, donc pas de place pour autre chose. Hein. Ouais, pour le coup, ils se sont bien débrouillés dans leur recrutement. C'est un petit peu ballot de rater le champion du monde espoir pour ton premier recrutement réserve vers World Tour. Mais bon, c'est comme ça. Quand il n'y a plus de place, il n'y a plus de place.
Eh bien écoutez, avec tout ça on va arriver à la fin de ce podcast. Merci beaucoup Johan et Geoffrey de m'avoir accompagné pour débriefer, analyser sur ce qu'il a pu se passer ce week-end sur les courses en ligne élite hommes et femmes, avec notamment la performance majuscule, magistrale, je pense qu'on n'aura plus de mots d'ici pas longtemps pour Tadej Pogačar, vu tout ce qu'il est en train de faire. Il se place très très haut. Pour Chasse Patate, on se retrouvera d'ici 2 semaines pour le débrief du Tour de Lombardie, parce que oui, ça arrive très vite, le Tour de Lombardie. C'est déjà dans 2 week-ends, on se retrouvera donc après le Tour de Lombardie, qui d'ailleurs... Pour un nouveau débrief du numéro en solitaire de Tadej Pogačar. Il y a de bonnes chances, puisque Tadej Pogačar pourra à cette occasion égaler le record de Fausto Coppi, qui est le recordman de victoire avec 4 succès sur le Tour de Lombardie, si je ne me trompe pas. Consécutif. Victoire consécutive. Mais bon, de toute façon, je pense que Tadej Pogačar, il est quand même assez largement favori, c'est pas la peine de vous poser la question, qui est le favori pour le Tour de Lombardie, qui d'ailleurs repassera par Sormarno, mais par le col de Sormarno, par son versant ouest, donc le versant qui sera emprunté en montée, c'est le versant qui est jugé dangereux pour la descente, donc on n'aura pas le mur de Sormarno, et on aura la montée de Ghisalo par son versant le plus facile, entre guillemets, avant d'aller chercher le col de Sormarno, et qui mènera ensuite vers l'arrivée de ce Tour de Lombardie, qui sera donc d'ici une dizaine de jours maintenant. Et on se retrouvera donc après pour faire le débrief de ce Tour de Lombardie, et peut-être la 4ème victoire consécutive de Tadej Pogačar dans Chasse Patate. Et en attendant le prochain podcast, eh bien, vous pouvez nous retrouver sur le site et le forum du groupe Eto, ainsi que sur nos différents réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Instagram et Threads. N'hésitez pas à commenter, liker et partager ce podcast. Merci beaucoup à toutes et à tous, et à bientôt dans Chasse Patate.